de manière générale, voilà, la première chose à faire, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la sécurisation du patrimoine, donc l'épargne de précaution, tout ça. Il faut toujours regarder dans quel intérêt est géré notre argent. Les ETF sont un excellent moyen de s'exposer au marché financier pour des particuliers et même des professionnels. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Charles Elias Farah, qui a créé Le Grand Bain, qui est une newsletter, un compte LinkedIn, mais aussi un podcast qui parle de maîtriser ses finances personnelles, qui parle d'investissement. Et contrairement à beaucoup de nos invités jusqu'à présent, il fait partie de ceux qui ont les diplômes pour en parler, les accréditations pour en parler droit, pour l'amener sur des sujets un peu plus complexes et voir comment on les démocratise. Comment tu vas ? Salut Jérémy, écoute, ça va très très bien, très heureux d'être sur le podcast. J'ai pas souvent l'occasion d'être de l'autre côté du miroir, comme tu l'as dit, j'ai mon podcast de mon côté, donc c'est sympa d'être l'invité de temps en temps. Écoute, moi je suis très content de t'accueillir ici et j'ai hâte qu'on rentre dans le vif du sujet. Avant qu'on se lance dans les questions un peu plus délicates, est-ce que tu peux rapidement nous parler de toi, de ton parcours et de ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui ? Ouais, bien sûr. Alors aujourd'hui, je suis conseiller en investissement financier et gestionnaire de patrimoine. Donc c'est un petit peu ce duo souvent qu'on entend CIF-CGP, CIF CIF et CGP conseiller en gestion de patrimoine. Depuis maintenant un petit peu plus de 6 mois, donc c'est assez récent. Et avant ça, j'étais consultant dans un cabinet de conseil en stratégie à Paris, où j'ai fait un petit peu mes armes en sortie d'études pendant un peu plus d'un an et demi. Et lassé de l'environnement du conseil et en même temps passionné par les finances personnelles et l'investissement, j'ai fait le switch en devenant indépendant. Donc c'était en fin d'été dernier, donc fin d'été 2022. Et je suis passé indépendant, j'ai ouvert mon cabinet de gestion de patrimoine et en parallèle de ça, j'ai lancé une activité de formation pour enseigner aux gens à investir sur les marchés financiers. Et donc, pour un petit peu alimenter tout cet écosystème, toute cette activité, j'ai lancé une newsletter qui s'appelle Le Grand Bain, le podcast, éponyme également, donc toujours le Grand Bain. Et je publie tous les jours, en tout cas 5 fois par semaine sur LinkedIn, pour un petit peu transmettre mes connaissances, mais aussi ma vision sur l'entrepreneuriat, sur l'argent, le rapport à l'argent, c'est un vrai sujet pour moi. Et dans tout ça, dans l'objectif de démocratiser un petit peu la pédagogie financière, l'éducation financière, et de permettre à chacun de prendre des décisions éclairées quant à la gestion de ses finances personnelles. C'est hyper intéressant et j'ai hâte qu'on creuse là-dessus, mais il y a une première question qui me vient. Quand on a un job dans le conseil, en plus en général c'est des boulots qui sont assez bien payés, certes assez prenants mais assez bien payés, comment on se sent quand on se dit ok, je vais quitter ça, qui pour en avoir fréquenté pas mal des gens qui étaient dans ces milieux-là, c'est un peu une prison dorée, c'est-à-dire qu'on gagne de plus en plus d'argent mais on a de moins en moins de temps pour en profiter. Comment on se sent, on se dit ok, je vais passer de ce truc qui est un peu une autoroute dorée à me dire ok, je quitte du jour au lendemain ou pas du jour au lendemain, peu importe. Je vais devoir assumer mes finances. Comment est-ce qu'on se sent à ce moment-là ? Comment est-ce qu'on réfléchit tout ça ? En fait, il y a une double dynamique qui pousse à se lancer en tant qu'indépendant quand on est, comme tu l'as très justement dit, dans cette prison dorée. C'est à la fois une attirance vers d'autres sujets. Moi, dans mon cas, c'était les finances personnelles et l'investissement. Ça aurait pu être la cuisine, ça aurait pu être l'art, ça aurait pu être, je sais pas, le dessin, peu importe. Et en même temps, un ras-le-bol du secteur et de l'environnement dans lequel on évoluait jusqu'à présent. Moi, c'était mon cas, ça faisait 1 an et demi que j'y étais. La particularité du conseil en stratégie, c'est que les missions sont très courtes, dans le sens où elles durent en moyenne pour un consultant ça peut aller de 3 semaines à maximum 2-3 mois. C'est assez rare que ça dure plus longtemps. Donc d'un côté, c'est positif parce que tu changes constamment d'environnement, de manager, de client, de secteur. Donc tu as une variété de sujets qui est très enrichissante. Mais le contre-coup, le revers de la médaille, c'est que tu ne creuses jamais tes sujets. Et donc tu es constamment en surface. Et donc, tu as constamment l'impression de gratter à peine la surface d'un sujet qui pourrait t'intéresser et te passionner. Et le temps que tu commences à peine toucher du doigt ce qui t'intéresse vraiment, tu passes sur la mission suivante. Et ça, je trouvais ça très, très, très frustrant.
Donc j'en avais marre de constamment changer de secteur, de sujet. J'avais envie d'approfondir un petit peu. Les consultants, notamment dans le conseil en stratégie, on a presque, j'ai envie de dire, pas d'expertise, mais on est un peu compétent sur tous les sujets. Donc c'est sympa d'être assez versatile, mais le contre-coup, c'est que tu ne creuses pas et t'approfondis pas des sujets qui pourraient te passionner. Donc ça vraiment, j'en avais marre. Je voulais creuser des sujets et je savais que c'était pas dans cet environnement-là que j'allais pouvoir le faire. Sans parler, et là je parle de l'évident qui est le manque de contrôle sur ton temps. Tu es toujours un peu à la botte de tes managers, de tes clients. Les horaires, en moyenne, je faisais du 9h, 21h. Parfois, ça pouvait aller jusqu'à 23h, minuit, 1h. Je finissais quasiment jamais avant 20h. Donc, c'est des journées assez lourdes. Et c'est pas des journées pendant lesquelles tu t'ennuies. Hein. Tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Donc, résultat des comptes, t'arrives en fin de journée, t'es épuisé. T'arrives le week-end, t'es épuisé. Et moi qui voulais en parallèle de mon activité, parce que je voulais pas me lancer justement pour les raisons que tu as évoquées, la peur de l'insécurité financière, je voulais pas me lancer sans avoir entre guillemets un backup. Et ben j'avais essayé de à l'époque lancer une chaîne YouTube. C'était en mai ou en juin 2021 sur le sujet de l'éducation financière, parce que c'était déjà un sujet qui me passionnait à l'époque. Sauf que je le faisais le soir ou bien le week-end. Résultat des comptes, je me retrouvais à bosser 7 jours sur 7. Alors certes, c'était quand je bossais sur mes vidéos YouTube plus un plaisir, mais c'était quand même, on va dire, j'apprenais des compétences, le montage vidéo, le tournage, l'écriture, plein de choses qui faisaient que j'étais très 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 fatigué et en fait je pouvais pas tenir le rythme. Donc je me suis rendu compte que j'étais dans cette prison dans laquelle je ne pourrais pas sortir en m'étant déjà constitué un side business qui tourne bien. Donc je savais que j'étais face à un mur en me disant soit tu quittes sans sécurité, soit tu restes dedans à tout jamais. Et face à ce dilemme, je voulais tout de même pas partir sans aucune sécurité. Et donc c'est pour ça que je me suis un petit peu battu, j'ai bataillé pour obtenir une rupture conventionnelle avant de quitter mon entreprise. Et certes, c'était pas un side business, mais ça m'a apporté un certain confort, une certaine sécurité financière qui m'a permis de me lancer plus sereinement. Donc concrètement, je savais que quitter cette prison dorée, ça allait entraîner une chute de mes revenus, mais derrière, pour l'épanouissement, pour la construction d'un business dans lequel je me retrouve vraiment, ça valait le coup. Et en plus, j'ai pu le baquer avec une rupture conventionnelle. Ok, c'est intéressant. Et on parlait en off, le fait que la rupture conventionnelle, c'est de plus en plus difficile. Et je te parlais de la personne avec qui j'ai travaillé par le passé, Frédéric Molla, qui fait du coaching en négociation pour des gens qui veulent négocier leur rupture co, justement. Et on évoquait le fait que en 2022, il y a eu énormément de gens qui ont fait des abandons de poste. Les Américains, ils ont carrément donné un nom à la tendance, hein, le quiet quitting, etc. Enfin, il y a vraiment un truc de fond. Et j'ai l'impression, et tu me diras ce que tu en penses avec un regard différent sur le marché peut-être, que 2020, avec tout ce qu'on a vécu, on s'est retrouvé chez nous enfermés, et on a commencé à prendre conscience de notre situation financière, notre situation professionnelle, comment était géré notre argent, où est-ce qu'il allait, qu'est-ce qu'on en faisait, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et il y a de plus en plus de gens qui se sont dit, ok, je suis enfermé chez moi, il est temps de prendre ma vie en main. Et pour beaucoup, c'est passé par soit leur job, soit leur finance personnelle. Est-ce que toi, tu as remarqué cette tendance aussi? Et est-ce que ta démarche s'inscrit là-dedans, justement? Je l'ai complètement observé, notamment à travers les réseaux sociaux où j'ai vu l'explosion des comptes financiers, Profinance, investissement, parfois pour du bon, parfois pour du moins bon. Mais ça a été le Covid notamment et le confinement, une période où les gens ont eu du temps d'introspection, de réflexion sur leur job. Pour beaucoup, ça a été une prise de conscience que leur job n'était pas aligné avec ce qu'ils souhaitaient faire sur le long terme. Et donc c'est là où on se dit, bon, bah, je veux quitter mon job, mais, et on en revient toujours à ce sujet, la peur de l'insécurité financière, la peur de manquer d'argent. Comment la dépasser? Comment se créer des sources de revenus complémentaires, des sources de revenus éventuellement passives? Ces sujets-là, c'est des sujets auxquels on répond dans de l'éducation, quand on se renseigne sur l'éducation financière, sur l'investissement. Donc j'ai pu l'observer. Et à titre personnel, le Covid, enfin en tout cas
juste après le confinement, donc c'était en janvier 2021, bah, c'était le moment où je commençais mon job de consultant. Donc c'était Mhm. en sortie d'école et c'était le moment où je touchais mes premiers euros. Donc moi j'étais un petit peu, tu vois, il y avait un décalage entre les gens qui prenaient conscience que leur job c'était pas ce qu'ils voulaient et moi qui commençais un nouveau job. Donc là-dessus j'ai eu un petit décalage, mais justement je pense que vu que j'ai commencé à toucher de l'argent à un salaire, c'est à ce moment-là où où je me suis posé les bonnes questions. J'avais la chance d'avoir déjà un suivi. J'étais assez naturellement rigoureux et discipliné sur le suivi de mes dépenses. Je suivais mes dépenses, je savais combien je dépensais chaque mois. Et donc quand j'ai reçu mon premier salaire et que je voyais qu'il y avait un delta, je dépensais moins que ce que je gagnais. Bah tout de suite j'ai eu les bons réflexes, j'ai envie de dire, de me demander comment utiliser cet argent, l'épargner, l'investir, comment, quelles sont les options. Et donc, vu que j'avais déjà cet intérêt pour les finances personnelles et l'investissement, bah, assez rapidement, j'ai pu passer à l'action et gérer efficacement mon épargne. Mais, euh, mais oui, voilà, très clairement, je l'ai vu ce switch un petit peu à partir du Covid sur la gestion des finances personnelles, et je pense que c'est pour le mieux. Mhm. Intéressant. J'ai effectivement noté à peu près les mêmes choses et c'est vrai que ton cas il est particulier parce que t'as pas eu cette période où t'étais lancé à pleine vitesse depuis 5-10 ans comme certains et d'un coup tu te retrouves chez toi et tu dois réfléchir. Mais toi, quelque part, c'est presque encore pire. Tu devais réfléchir avant de commencer et ça remettait peut-être plein de choses en perspective. Tu me disais en off que un de tes gros sujets, c'était de démocratiser et d'enlever toute l'obscurité qu'il y avait sur les finances personnelles et notamment toutes les institutions, toutes les entreprises qui nous aident à investir notre argent. Pourquoi c'est important pour toi, ça? Justement, quand tu dis ces institutions qui nous aident à investir notre argent, il faut toujours regarder qui gagne, dans quel intérêt est fait et est géré notre argent. Et le fait est que les institutions financières aujourd'hui, je considère que traditionnelles, style les banques traditionnelles, hein, pour ne pas en citer, mais vous voyez de quoi je parle, la majorité des Français aujourd'hui qui veulent investir se retournent vers leur conseiller bancaire. Conseiller bancaire, il faut se rendre compte que c'est plus des commerciaux que des conseillers. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils sont bêtes, pas du tout. C'est juste que leur métier, ça n'est pas, et c'est pour ça que le nom conseiller n'est pas forcément très bien choisi, de par le type de produits qu'ils peuvent proposer, ces produits sont quasiment à chaque fois exclusivement des produits de leur banque. Donc, Hmm. certes, ils peuvent conseiller le client par rapport aux produits auxquels ils ont accès, mais ça ne reste pas un conseil objectif par rapport à l'ensemble des produits qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché et auxquels le client pourrait tout de même avoir accès in fine. Donc, pourquoi est-ce que je parle d'obscurantisme? C'est parce que ces institutions financières, les banques traditionnelles par exemple, ont tout intérêt à ce que les sujets d'investissement et de gestion des finances restent compliqués, obscurs pour le particulier, pour que justement ils se disent bah en fait moi j'ai pas le choix, si jamais je veux investir, je suis obligé de me retourner vers entre guillemets les seules personnes qui sont, je pense, compétents dans mon entourage. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un conseiller en investissement ou un gestionnaire de patrimoine dans leur entourage, ils se retournent vers leur conseiller bancaire. Et donc les banques ont tout intérêt à ce que voilà les particuliers restent finalement euh, non sachants sur les sujets d'investissement. Et moi, je trouve ça, ça me révolte en fait, parce que je considère que avec un minimum de connaissances, un socle de fondamentaux que sont, tu vois, la gestion d'un budget, la gestion de la dette, les investissements, on va dire relativement passifs, assez simples, diversifiés, des ordres de grandeur. C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut attendre de la bourse, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'immobilier. Il y a un socle de fondamentaux qui permettent déjà de gérer efficacement ses finances personnelles et ses investissements et son patrimoine qu'on peut acquérir en quelques heures, quelques dizaines d'heures de formation ou bien d'échanges avec des professionnels, d'accompagnement. Et pourtant, quand on regarde aujourd'hui dans la majorité de la population, quand tu leur parles d'investissement, de bourse, d'immobilier, la plupart pensent que c'est très compliqué, c'est très opaque, que il faut nécessairement des années et des années d'expérience pour faire quelque chose de correct. Or, je pense que ce n'est pas le cas.
Alors bien sûr, on va pas trouver, par exemple pour de l'immobilier, les meilleurs les meilleurs appartements ou les meilleurs placements et connaître des bons prestataires pour les travaux, etc. Ça, bien sûr, c'est une question de réseau. Mais je pense sincèrement que voilà, avec quelques heures de formation, avec les bonnes ressources, avec un bon formateur, avec un bon pédagogue, on peut gérer efficacement ses finances personnelles sans avoir à dépendre d'un conseiller bancaire ou voilà, de conseillers qui jouent sur votre méconnaissance de ces sujets. C'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a deux extrêmes aujourd'hui sur le marché. Il y a des conseillers qui nous veulent du bien et qui essaient de nous refourguer des packages d'investissement opaques avec 2% de rendement annuel qui battent même pas l'inflation. Et de l'autre côté, on a Jean-Kévin, trader à Dubaï en voiture fluo, qui nous promet qu'on va faire 30% par mois. Comment on fait pour démêler le vrai du faux selon toi? Et qu'est-ce qu'il faudrait apprendre en premier pour trouver le bon juste milieu? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont un peu éduqués à ça le savent, on peut aller faire des belles rentabilités avec assez peu de risques, avec une gestion relativement passive, mais sans non plus crever le marché et battre tous les marchés internationaux, etc. Ça, faut arrêter avec ce genre de sirène, parce que c'est juste des risques démesurés. C'est quoi ton opinion là-dessus et qu'est-ce qu'il faudrait apprendre pour commencer? Je pense que les deux choses prioritaires à apprendre sont la sécurisation, la préservation du patrimoine, je vais m'expliquer juste après, et 2, les ordres de grandeur en termes de rendement qu'on peut attendre des différents placements. La sécurisation du patrimoine, ça passe avant tout par la constitution d'une épargne. Il y a plusieurs types d'épargne, il y en a 3 grandes. Il y a l'épargne de précaution, il y a l'épargne pour les projets, et il y a l'épargne long terme. L'épargne de précaution, c'est l'épargne qu'on va prévoir en cas d'urgence personnelle dans la vie. On a un accident de la vie, ou bien il y a des travaux, il y a un sinistre chez nous, on doit racheter une voiture. Voilà, c'est des dépenses assez importantes, assez conséquentes, pour lesquelles normalement on doit avoir qu'on doit avoir anticipé et pour lesquelles on a constitué une épargne à laquelle on ne touche jamais, sauf pour ces urgences. En termes de montant, ça doit représenter 3 à 6 mois de nos dépenses mensuelles, d'où l'importance de suivre ces dépenses, parce que si on ne sait pas combien on dépense chaque mois, c'est difficile de prévoir ces 3 à 6 mois. Plus on a une situation stable et safe, type un jeune en sortie d'études qui vient trouver son premier CDI, qui habite chez ses parents, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de crédit, il va plutôt tendre vers les 2-3 mois de dépenses mensuelles pour son épargne de précaution. Par contre, une jeune mère célibataire qui élève 3 enfants seule avec un crédit sur le dos, elle va plutôt tendre vers les 6 mois d'épargne parce que voilà, elle est plus à risque. Donc ça, c'est l'épargne de précaution et c'est vraiment l'épargne pour pallier aux différents aléas de la vie. Elle est fondamentale, cette épargne de précaution, parce que c'est le matelas de sécurité sur lequel on peut se reposer quand on pourrait avoir besoin d'argent à un instant X ou Y. Elle est fondamentale, cette épargne de précaution. C'est pour vraiment la base de la base. Ensuite, on a l'épargne pour les projets. L'épargne pour les projets, c'est l'épargne pour qu'on prévoit pour, par exemple, un achat immobilier dans quelques mois ou quelques années, l'achat d'une voiture, un voyage autour du monde. Il y a plein de raisons il y a plein de projets qu'on peut avoir dans la vie, un mariage par exemple, et pour lesquels on peut avoir besoin de provisionner, je sais pas moi, 5 000, 10 000, 20 000 euros. Et en fait, cette épargne-là, elle se réfléchit en rétropédalage. Je dis par exemple, si jamais tu sais que dans 5 ans, tu vas avoir besoin de 20 000 euros, ok, du coup, ça veut dire que tu as besoin d'économiser 4 000 euros par an. Et donc, tu vois, par 12, ça fait quelques centaines d'euros par mois. Donc, tu as besoin d'économiser X euros par mois. Et ça va te définir ton épargne pour les projets. Et enfin, le dernier type d'épargne, c'est l'épargne long terme. Donc, c'est ni de l'épargne de précaution, parce qu'on l'a déjà constitué, c'est le matelas de sécurité. C'est pas l'épargne pour les projets, parce que là, on l'alimente chaque mois. C'est de l'épargne qui reste en plus de ces deux premiers types d'épargne. Et c'est cette épargne-là qu'on va utiliser pour investir sur les marchés financiers. Enfin, sur les marchés financiers ou en tout cas en immobilier. Je parle de manière générale pour les investissements long terme. Pourquoi long terme ? Je parle notamment, moi c'est un petit peu plus ma spécialité les marchés financiers, mais on utilise cette épargne-là parce que les marchés financiers sont volatiles, d'accord, mais ils sont en croissance sur le long terme. Long terme, c'est plus de 10 ans, même idéalement 15 ans. Donc on utilise l'épargne long terme parce que justement c'est de l'épargne dont on ne doit pas avoir besoin
à court terme pour justement pallier à la volatilité court terme des marchés financiers ou même de l'immobilier, je veux dire, et pour faire justement tourner les intérêts composés au plus. Donc pour moi, voilà, c'est les 3 grands types d'épargne: l'épargne de précaution pour la sécurité, l'épargne pour les projets pour justement la vie et les différentes étapes de vie, et l'épargne long terme pour l'investissement, marché financier, immobilier, private equity, peu importe. Donc ça, c'est pour moi une base à avoir, c'est la préservation du capital. Et le deuxième élément dont je te parlais, c'était les ordres de grandeur. Les ordres de grandeur à avoir en tête, c'est par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un rendement garanti? Qu'est-ce que c'est qu'un rendement un peu risqué? Qu'est-ce que c'est un rendement très risqué? C'est quoi le risque? Le rendement garanti, c'est par exemple aujourd'hui le livret A ou le livret de développement durable et solidaire. C'est 3%, c'est garanti. Tout ce qui est, et c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête, tout ce qui est au-dessus du rendement garanti, 3% aujourd'hui, c'est nécessairement risqué. Et le lien entre risque et rendement, d'accord, c'est une courbe logarithmique. Logarithmique, ça veut dire qu'il augmente très vite au début, puis ensuite elle ralentit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au début, quand on passe de 3% à, de zéro risque, pardon, à un tout petit peu de risque, le rendement va augmenter très très vite. Par contre, passer un certain niveau de rendement, le risque supplémentaire pris devient très 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 important pour finalement pas gagner grand chose en termes de rendement. Donc tu vois, pour passer par exemple de 3% à 6%, tu prends un petit peu de risque en plus, bien sûr, mais par contre pour passer de 6% à 10%, là le risque supplémentaire pris il est énorme. Il faut prendre beaucoup beaucoup plus de risques pour passer de 6% à 10% que pour passer de 3 à 6. Et donc c'est ces ordres de grandeur qu'il faudrait que les particuliers aient en tête pour justement ne plus subir toutes ces arnaques de Jean-Michel Trading en Lamborghini à Dubaï, qui promettent des rendements de 10%, 20% mensuels, des choses absurdes qui, si on avait ces ordres de grandeur en tête, ne nous toucheraient pas du tout et on finirait juste par en rire. Sauf que t'imagines pas le nombre de particuliers qui me contactent aujourd'hui, même sur LinkedIn directement. J'ai reçu il y a quelques semaines, quelqu'un qui me demandait, oui, t'en penses quoi de ce placement alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'était c'était un équivalent. Ah voilà, c'était du 2,5% par semaine. Par semaine. Alors, quand t'as pas les ordres de grandeur en tête, tu dis 2,5% par semaine. Alors 2,5%, ça paraît pas beaucoup, mais par semaine, ah ouais, ça a l'air intéressant. Et le problème, c'est que les gens font pas la réflexion et ils font pas la translation. 2,5% par semaine, ok, c'est équivalent à environ du 11 ou 12% par mois, d'accord, parce qu'il y a des intérêts composés, c'est pas juste x4. Et du 11 ou 12% x4, ça fait du 250, 300%, je sais pas combien par an. Donc tout de suite, si tu dis à quelqu'un qui n'a pas les ordres de grandeur, ouais, c'est 2,5% par semaine. Ok, ouais, 2,5%, c'est pas beaucoup, mais en même temps c'est par semaine, donc ça m'a l'air bien. Par contre, tu dis à quelqu'un, ouais, c'est du 300% par an. Tout de suite, il va se dire, attends, il y a un truc qui va pas, ça me paraît absurde, ça me paraît trop. Et donc ces arnaqueurs, ils jouent sur la méconnaissance, la mauvaise manipulation des chiffres par les particuliers qui n'ont pas ces ordres de grandeur-là. Et donc pour moi, c'est la deuxième chose à acquérir, c'est vraiment les ordres de grandeur. C'est quoi un rendement garanti? C'est 3%. La bourse, par exemple, ou plutôt on va prendre déjà l'immobilier. L'immobilier qui est un placement risqué, mais un petit peu moins risqué dans le sens moins volatile que les marchés financiers, on considère c'est plutôt du 5%. Les marchés financiers, la bourse, d'accord, sur le long terme, qui est un placement encore plus risqué que l'immobilier, on peut s'attendre à avoir du 7-8%. Ça, c'est les ordres de grandeur à avoir. Garantie 3%, l'immobilier 5%, la bourse 8%. Tout ce qui est au-dessus, donc dès que tu arrives dans les 10%, 12%, par an, c'est tout de suite très risqué. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la relation logarithmique entre le risque et le rendement. Les crypto-monnaies, par exemple, bien sûr, en 2021, ça a été l'explosion. Les gens disaient, ah ouais, j'ai fait plus de 200%. Mais là, on a aussi vu à quel point un nombre de petites monnaies, de petites cryptos se sont effondrées et ont fait du moins 90%. Donc c'est à ça que je pensais justement quand tu parlais de 300% par an, de choses comme ça. Et c'est bien que tu donnes cet exemple parce qu'il est important. 300% par an, c'est possible avec genre les cryptos. Et encore pas toutes. Mais il faut se rendre compte que
En 24 heures, vous pouvez perdre 99% de la valeur de votre portefeuille à tout jamais. Et ça remonte pas, hein. Complètement. Et ça, et on l'a vu avec feu FTX, qui est peut-être en train de renaître de ses cendres, on ne sait pas, mais en tout cas, on l'a vu à quel point une plateforme qui était censée être safe, c'était, je crois, la 2e ou 3e exchange au monde. Donc, Ouais. mais le fait est que c'est un environnement encore, un écosystème très jeune. Et les gens ont tendance à oublier, mais il y a 10 ans, ok, personne ne parlait de crypto. Personne. Alors que l'immobilier, bah, ça a des centaines d'années, même la bourse, alors pas la bourse dans son état actuel, informatisé, mais en tout cas les marchés financiers, les échanges de titres, etc., ça existe aussi depuis des centaines d'années. Donc c'est des marchés qui sont très matures. Là où, donc c'est pour ça qu'on limite entre guillemets la volatilité, même si les marchés financiers sont assez volatiles. Mais comparé aux cryptos, qui sont un environnement hyper jeune, bah derrière la volatilité, elle est énorme. Alors bien sûr, c'est ce qu'on en revient toujours à la courbe entre le risque et le rendement. Tu arrives sur des rendements énormes, bah tu arrives sur des risques énormes, une volatilité monstrueuse. Et ça, il faut que les gens l'aient en tête. Et ça me fait penser vraiment la pyramide du patrimoine. Je sais pas si tu es familier avec ça. Tu sais, où on Ça me dit dit quelque chose, ouais. le socle qu'on doit avoir pour une bonne gestion de ses finances, c'est déjà avant tout l'épargne de précaution, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, on peut avancer un petit peu plus haut sur, donc c'est vraiment les fondamentaux, le socle de son patrimoine. On peut aussi se poser la question juste avant de l'achat de sa résidence principale, éventuellement, c'est un sujet. Mais bon, pour plein de raisons, ça peut être pas intéressant de l'acheter, mais voilà, c'est une première question. Ensuite, on se constitue son épargne de précaution. Ensuite, on a en général le fonds euro. Le fonds euro, c'est la partie sécurisée des contrats d'assurance vie. Donc pareil, ça va être un socle supplémentaire. Un fonds euro pour, par exemple, c'est son épargne pour des projets. Ensuite, on arrive dans la zone de croissance, la zone de développement du patrimoine, où on va commencer à s'intéresser au marché financier, à l'immobilier. Et enfin, tout en haut, la dernière étape de la pyramide du patrimoine, ce qu'on fait en dernier, c'est ce qu'on appelle les investissements exotiques. Et donc là, ça va inclure le private equity, le crowdfunding, les cryptos, l'art, les montres, bref, tous les investissements qui sont un petit peu, voilà, plus de plaisir et du vin aussi, par exemple, et qu'on fait en dernier. Et le nombre de particuliers que j'accompagne dans mon activité de gestion de patrimoine et à qui je demande est-ce que tu as déjà investi, et qui me disent oui, j'ai déjà investi dans les cryptos. Et la plupart, enfin pas la plupart, j'exagère, mais beaucoup de gens euh, en fait font le raisonnement inverse. Au lieu de commencer par le socle, l'épargne de précaution, le fonds euro, l'immobilier, la bourse, puis finir par les cryptos, ils font l'inverse. Ils commencent par les cryptos et puis ensuite ils se demandent mais en fait peut-être que j'aurais besoin d'une épargne de précaution, peut-être que je devrais investir dans l'immobilier avant. Et c'est terrible que les gens fassent le raisonnement dans le mauvais sens sur la constitution de leur patrimoine. Oui, effectivement, moi, je regarde un peu toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter. Il y a ceux qui sont éduqués, professionnalisés, etc., et qui ont un peu le même raisonnement que toi, hein, c'est-à-dire d'abord j'investis sur moi pour être capable de générer plus d'argent, ensuite épargne de précaution, ensuite en général c'est IMO ou alors des placements assez sécures. IMO quand les gens y maîtrisent, hein, ça dépend. Ça peut être, on aura l'occasion d'en parler après, des ETF, des choses comme ça. Et seulement ensuite, une fois qu'ils ont, entre guillemets, blindé leurs placements les plus safe avec des rendements qui sont un peu nuls, hein, mais comme ça ton argent il bouge pas, il est en sécurité, etc. Enfin, en tout cas à horizon 10-15 ans, il est en sécurité. Là derrière, ils vont aller s'amuser avec l'argent en plus, à aller chercher des gros rendements, mais avec du coup des gros risques, etc. Et moi j'avais regardé une approche comme ça américaine. C'était Taylor Welch qui en avait parlé. Alors ça vient probablement pas de lui. Et il parlait vraiment d'avoir comme des buckets, tu vois. Et donc tu as le bucket, effectivement, épargne de précaution, immobilier, bourse, machin et tout. Et lui il parlait de rendement. Il parlait de genre 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 25, etc. Et il disait, tu prends une somme et tu remplis d'abord celui du dessous et puis tu montes. Et puis une fois que tu es tout en haut, cette somme que tu as mis équivalente un peu partout, tu vas l'augmenter et tu vas recommencer tout en bas. Et c'est comme ça qu'en fait, à chaque fois, il remplit ses buckets d'endroits safe de préservation de son argent, puis il monte, puis il redescend tout en bas, et puis il remonte, et ainsi de suite. J'ai trouvé ça assez intéressant comme approche. Bah, tu vois, j'entends le raisonnement. Je mettrais un bémol sur le fait de remplir de manière équivalente Ouais. les différents buckets. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure.
supposons tu as un bucket épargne de précaution, un bucket projet, un bucket immobilier, etc. Bah, le dernier bucket, qui serait par exemple les cryptos et les investissements exotiques, Mhm. ça ne doit pas, alors voilà, c'est les préconisations d'un gestionnaire de patrimoine, Ouais, bien ça sûr. ne doit pas représenter plus de 10% de son patrimoine, d'accord? Mhm. Le socle de ses portefeuilles, de son patrimoine, c'est, on l'a dit, l'épargne de précaution. Alors après, l'épargne de précaution, c'est 3 à 6 mois. Une fois que c'est constitué, on va pas la surblinder pour rien. Mais je remplirai d'abord vraiment l'investissement immobilier, puis l'investissement sur les marchés financiers, et seulement à la fin, je remplirai un petit peu le bucket sur les cryptos. Mais je toucherai pas, j'ai envie de dire, au bucket sur les cryptos tant que j'ai pas un patrimoine conséquent. Alors conséquent, Mhm. ça dépend pour chacun, hein, mais un patrimoine conséquent déjà d'investi sur les marchés financiers traditionnels en Ouais. ETF et de l'immobilier. Après, cas particulier, c'est vrai que j'aurais dû préciser avant, Taylor Welch, c'est un patrimoine IMO de, je crois, une valo à 100 ou 200 millions, Ouais, 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 et des revenus à plusieurs millions par an, net, dans la poche, tu vois. ouais, Donc ouais, forcément, il a une approche qui est différente. Et effectivement, tu peux t'amuser à aller mettre 10 millions en crypto quand tu as 250 millions d'IMO, quoi. ouais. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Tout est proportionnel. Si jamais Ouais, tu as un patrimoine de 10 000 euros, bah, ouais, on est d'accord. voilà, 100%. va d'abord te former sur les marchés financiers et l'immobilier. Et les cryptos, c'est bon pour t'amuser éventuellement, mais voilà, ça doit pas faire partie d'une stratégie patrimoniale solide et robuste. Mhm. Tu parlais juste avant d'ETF et tu en parles pas mal aussi sur la newsletter Le Grand Bain, justement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas, qu'est-ce que c'est un ETF, comment ça fonctionne et dans quel cas tu les préconises? Disclaimer comme d'hab, hein, c'est pas des conseils d'investissement, c'est des conseils généraux pour vous former à la finance personnelle, à apprendre à réfléchir vos investissements. On vous dit pas quoi faire ou quoi ne pas faire. Complètement, bien sûr. Pour le coup, moi, je suis vraiment dans cette démarche de pédagogie et d'éducation Mhm. financière. Donc, tu vois, expliquer ce que sont les ETF, bah, c'est donner les connaissances et oui, les connaissances à chacun pour que derrière, il se demande est-ce que c'est un placement pertinent ou pas pour moi. Mais déjà, il faut comprendre de quoi on parle. Les Ouais. ETF, donc ETF, c'est juste un acronyme de Exchange Traded Funds, ok. Et donc, c'est, pour faire simple, un panier d'actions, ok, qui est échangé, qui est coté en bourse. Et l'intérêt d'un ETF, c'est que lorsqu'on achète une part de cet ETF, de ce fonds, on achète une petite partie, une petite fraction de chacune des actions qui est présente dans le panier. Donc l'intérêt d'un ETF, c'est que en une seule transaction, ok, on achète plusieurs centaines, voire parfois, selon les ETF, plusieurs milliers d'actions. Donc les ETF sont intrinsèquement diversifiés. Et le fait est que lorsqu'on investit sur les marchés financiers, la diversification, c'est un principe fondamental. C'est hyper, hyper important de diversifier ses investissements, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Et donc les ETF, c'est un excellent moyen d'investir sur les marchés financiers parce que justement, il y a cette dimension euh, diversifiée qui est automatique. Donc, par exemple, il existe des ETF qu'on appelle les ETF indiciels. Il y a plusieurs types d'ETF. Les ETF indiciels, c'est des ETF qui vont répliquer la performance d'un indice boursier. Un indice boursier, c'est par exemple le CAC 40 en France ou le S&P 500 aux États-Unis. Donc par exemple, le CAC 40, c'est les 40 plus grosses sociétés françaises en termes de capitalisation boursière. Et ben, un ETF CAC 40, c'est un ETF qui va contenir les 40 sociétés du CAC 40. Donc en achetant une part d'un ETF CAC 40, c'est comme si on achetait une petite fraction de chaque entreprise du CAC 40. Et donc l'intérêt, c'est, comme je l'ai dit, c'est la diversification. Et un autre énorme intérêt, alors il y en a plusieurs hein, pour les ETF, c'est notamment les frais. Les frais de gestion. Quand on achète des produits en bourse, ok, il y a deux grands types de frais, de produits, pardon. On a les OPCVM, donc les organismes, les fonds de gestion actifs, ok, il y a les OPCVM actifs, et il y a les ETF, qui sont plutôt les produits de gestion passive. Le fait est que pour les produits de gestion active, il y a des frais de gestion, c'est normal. La Mhm. société de gestion qui va le gérer, qui va dire ah bah on va plutôt acheter cette action et cette obligation et puis on va revendre cette action, cette obligation, ça demande du temps, ça demande des compétences et donc derrière il y a des frais qui sont en moyenne de l'ordre de 2,5% par an. Donc quand on achète un produit, un OPCVM actif, ok, il y a en moyenne des frais de gestion de 2,5% qui sont censés être justifiés par
une surperformance du marché. Dire, bah voilà, je choisis mes actions et mes obligations, donc derrière, ma performance doit être meilleure que si je faisais si je répliquais simplement la performance moyenne du marché. Ce que font les ETF. Le fait est qu'avec un ETF, vu qu'il y a beaucoup moins de gestion, okay, l'objectif c'est juste de répliquer la performance moyenne du marché, donc on achète finalement les entreprises du marché dans son ensemble. Les frais de gestion sont, eux, de l'ordre de 0, en moyenne 0,3% par an. Donc c'est 2% de différence. 2% de différence, c'est énorme sur le long terme, surtout que c'est des frais de gestion, c'est pas des frais qu'on paye en one shot, c'est des frais qu'on paye chaque année. Et donc la rentabilité nette d'un investissement entre un fonds de gestion active et un ETF, 2% de gestion par an, la différence que ça représente. Sur le long terme, donc sur 30 ans, okay, 2%, c'est une différence de capital de x2. C'est-à-dire que si jamais on investissait par exemple 10 000 euros okay, sur un rendement à X%, au bout de 30 ans, j'ai n'importe quoi, on se retrouve avec 100 000 euros, et si jamais on n'avait pas eu ces 2% de frais de gestion, donc par exemple avec un ETF, okay, on aurait eu 200 000 euros. 2% de différence colossal. Sur 30 ans, c'est une différence de capital de x2 sur 30 ans. C'est colossal. Donc c'est monstrueux. Donc ça, c'est un autre énorme avantage des ETF, ce sont les frais de gestion qui ne viennent pas rogner le rendement sur le long terme. Et enfin, le dernier avantage principal que je trouve aux ETF, c'est ce que j'appelle la capacité auto-nettoyante. C'est-à-dire que les ETF indiciels dont j'ai parlé tout à l'heure, les ETF CAC 40, ETF S&P 500, eh bien en fait, ils suivent la composition de l'indice, du CAC 40 ou du S&P 500. Sauf que cette composition, elle évolue avec le temps. C'est-à-dire que les entreprises qui sont aujourd'hui dans le CAC 40, c'est pas nécessairement les entreprises qui étaient il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et ça sera pas non plus les mêmes entreprises dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Pourquoi ? Parce que tout simplement, un indice cherche constamment à être optimisé. C'est-à-dire que les entreprises qui sous-performent, fonctionnent un petit peu moins bien, font moins bien pendant une certaine période de temps, elles vont être sorties de l'indice et remplacées par des nouvelles entreprises qui, elles, sont plus performantes et fonctionnent mieux. Pour un ordre de grandeur, en moyenne, le S&P 500, donc l'indice boursier américain, la durée de vie moyenne d'une entreprise dans le S&P 500, c'est de 20 ans. Et cette durée, d'ailleurs, elle se raccourcit avec les années. Il y a quelques années, c'était plutôt 25-30 ans, et on voit une tendance à la réduction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que avec le temps, certaines entreprises sont de plus en plus dynamiques, et donc il y a de nouvelles entreprises qui rentrent dans l'indice et d'autres qui sont sorties. Quelle est la conséquence pour les ETF ? C'est qu'en fait, les ETF, justement, suivent cette nouvelle composition. Et donc, là où, si on prend deux exemples, deux cas de figure, un particulier qui achète chaque entreprise du CAC 40 à la mano, et quelqu'un qui achète un ETF CAC 40, déjà, en termes de coût, acheter toutes les entreprises du CAC 40, il y a des entreprises qui coûtent plusieurs centaines d'euros, donc ça va coûter très, 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 très cher d'acheter les 40 entreprises. Il y aura des frais de gestion supplémentaires aussi. Alors qu'avec un ETF, il y a une seule transaction. Un ETF CAC 40, il doit coûter quelques dizaines d'euros. Okay, donc le coût est bien moindre. Et surtout, et c'est surtout là l'important, et c'est là dont je parle, c'est pour ça que je parlais de la capacité auto-nettoyante. Si demain il y a des entreprises qui sous-performent dans le CAC 40 et qui doivent être sorties et remplacées par de nouvelles, déjà faut suivre la performance des entreprises du CAC 40, trouver celles qui performent moins bien, ensuite se demander lesquelles sont celles qui pourraient remplacer les entreprises qui fonctionnent moins bien. Donc là, il y a un travail d'analyse technique, analyse fondamentale qui demande des compétences, qui est très chronophage et qui va coûter cher en frais de transaction. Parce qu'on aura sorti, on va rencontrer des entreprises. Bref, tout ça pour dire que quelqu'un qui a acheté les 40 entreprises et qui veut maintenir une bonne composition, ça lui va lui demander du temps, des compétences et de l'argent. A contrario, quelqu'un qui achète un ETF CAC 40, pour reprendre cet exemple, la composition de l'ETF, elle évolue automatiquement sans intervention de la part du particulier, sans intervention de la part de l'investisseur. Donc c'est la société de gestion qui crée l'ETF, qui va décider de retirer les entreprises qui fonctionnent moins bien et les remplacer par de nouvelles, selon la composition de l'indice, encore une fois. Et donc c'est finalement moins chronophage, c'est moins cher, et c'est plus optimisé, parce qu'il y a tous les sujets de compétences qui sont, on va dire, délégués à la société de gestion. Pour toutes ces raisons, des frais plus faibles, une capacité auto-nettoyante et une diversification intrinsèque, les ETF sont un excellent moyen de s'exposer au marché financier pour
pour des particuliers et même des professionnels. Ok, hyper intéressant. Et effectivement, on voit assez facilement pourquoi l'ETF est 1000 fois mieux et surtout moins risqué que le stock picking, donc le fait de choisir soi-même ses actions, de les sortir, de les rentrer, etc. Par contre, il y a une autre dynamique qu'on voit beaucoup sur Internet, et j'aimerais bien ton avis là-dessus, c'est de ne choisir exclusivement que des actions à dividendes, et notamment les aristocrates dividendes et des choses comme ça, donc des actions qui versent des dividendes croissants depuis une très très longue période de temps. Qu'est-ce que t'en penses, toi, d'un point de vue philosophique du moins? Alors, philosophique, je sais pas si je suis un philosophe, mais je suis plutôt pragmatique et euh, de manière très mathématique presque, j'ai envie de dire. Les dividendes, il faut avoir en tête que ça n'a jamais enrichi un particulier. Pourquoi? Un dividende, c'est tout simplement une partie de la valeur de l'action qui est détachée de l'action et qui est versée en cash, virement, mais voilà, qui est versée au détenteur de l'action. Pour faire simple, hein, une action qui vaut 100 euros, si demain l'entreprise décide de verser un dividende de 5 euros, eh bien après le versement du dividende, l'action ne vaudra plus que 95 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que recevoir des dividendes ne vous enrichit pas plus que retirer à un ATM du cash de votre compte bancaire. C'est exactement pareil. Donc ça ne vous enrichit pas, c'est juste ça convertit une partie de la valeur de l'action en cash. C'est tout ce que fait le versement des dividendes. Donc, quelle est ma perception des dividendes? C'est bien en période de marché baissier d'avoir des entreprises qui versent des dividendes parce qu'en général, elles essaient de les maintenir, les dividendes, voire même de les augmenter. Hein, c'est ce que font les dividendes aristocrates, par exemple. Donc, ça permet de tout de même continuer à percevoir une partie de la valeur, même en marché baissier, là où en marché baissier, la valeur de l'action, intrinsèquement, elle va baisser. Donc, on continue tout de même un petit peu à s'enrichir. Donc là, c'est plutôt cool. Mais sur du long terme, si jamais on est dans une logique de développement, de croissance de son capital, et qu'on veut faire fonctionner les intérêts composés au maximum, on a tout intérêt à finalement les réinvestir, ces dividendes. Donc, in fine, percevoir des dividendes n'est pas intéressant si on a un horizon d'investissement très long terme et qu'on veut faire tourner les intérêts composés au maximum. Pire que ça, quand on perçoit des dividendes, selon l'enveloppe fiscale qu'on utilise pour investir, on va devoir payer des impôts. Les enveloppes fiscales, c'est le PEA, l'assurance vie, et le compte titre, par exemple. C'est les trois principales. Le fait est que le PEA et l'assurance vie sont des poches capitalisantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a des actions dans ces poches-là, dans un PEA par exemple, qui versent des dividendes, bah, on va pas être imposé dessus. L'argent va rester à l'intérieur du PEA. Donc on n'est pas imposé. Par contre, si on investit à travers un compte titre, la poche n'est pas capitalisante. Et ça veut dire que si on a des actions dans son compte titre qui versent des dividendes, on est imposé à chaque fois qu'on va en percevoir. Donc il y a cet effet d'être imposé de manière forcée, c'est ce qu'on appelle le frottement fiscal, ok? Et le frottement fiscal du compte titre, ça rogne encore une fois en plus la performance nette et donc la puissance des intérêts composés. Parce que si on a un compte titre, qu'on perçoit des dividendes, on est imposé dessus, donc on perd un petit peu d'argent et qu'on les réinvestit dedans, bah derrière on a perdu ce delta des impôts. Alors que si on avait investi à travers une poche capitalisante, okay, les impôts n'auraient pas été prélevés et on aurait fait tourner encore plus les intérêts composés. Donc, moi, in fine, les entreprises qui versent des dividendes, je ne suis pas contre, mais vu que je suis dans une logique de capitalisation, autant que possible, je m'en fiche que des dividendes soient versés ou pas. Moi, l'important, c'est qu'ils soient bien réinvestis et qu'on puisse faire tourner les intérêts composés au maximum. Ok, c'est très clair, merci. Si une personne aujourd'hui veut prendre en main de façon plus sérieuse ses finances personnelles, commencer à investir, etc., tu nous as expliqué ce qu'il faudrait apprendre et comprendre en premier. Vers quel type de véhicule d'investissement je devrais me diriger dans un premier temps si je commence? J'ai presque envie de dire, ça dépend de ton objectif, de ta situation personnelle, de ta situation professionnelle.
de manière générale, voilà, la première chose à faire, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la sécurisation du patrimoine, donc l'épargne de précaution, tout ça. Donc ça passe par les livrets A, livrets de développement durable. Ça peut passer par le fonds euro d'un contrat d'assurance vie. Pareil, ça c'est des rendements garantis et sécurisés. Donc ça c'est vraiment la base de la base. Et après, si tu me parles de marché financier, je dirais de regarder déjà les principales enveloppes fiscales que sont l'assurance vie et le PEA. Le compte titre, c'est aussi utile, mais voilà, pour moi, l'intérêt du compte titre, c'est juste que l'univers d'investissement, les produits qu'on peut mettre dans un compte titre, c'est plus large que dans un PEA ou dans une assurance vie. Mais c'est dans une logique de diversification. Et donc, avant de diversifier, il faut déjà avoir le socle. Et donc, le socle, pour moi, c'est des ETF dans un PEA, dans une assurance vie, le fonds euro pour la partie un petit peu sécurisée, safe, et derrière, s'intéresser éventuellement au compte titre pour de la diversification. Mais quand on commence, les ETF indiciels, d'accord, des ETF très diversifiés, du MSCI World, du CAC 40, du S&P 500, donc des ETF indiciels diversifiés dans un PEA ou dans une assurance vie, c'est déjà des bons placements. Mais encore une fois, il faut voir est-ce que c'est adapté à son horizon d'investissement. Il faut bien avoir en tête que ces placements-là, les ETF sur les marchés actions, c'est des placements qui sont pertinents quand on a un horizon d'investissement à minimum 8, 10, idéalement 15 ans, d'accord, pour justement pallier à la volatilité. Si on risque d'avoir besoin de cet argent à un horizon d'investissement inférieur à 8 ans, je recommanderais pas nécessairement d'aller sur les marchés financiers, ou bien dans une proportion minime de ces investissements, et plutôt se diriger vers du fonds euro et les livrets pour du court terme. Ouais, c'est bien de le rappeler pour ceux qui nous écoutent. Quoi que vous vouliez investir, ça dépend de votre projet, ça dépend de votre situation financière, ça dépend de votre horizon de temps, ça dépend de votre profil de risque. Est-ce que vous êtes très risque averse ou au contraire est-ce que vous aimez bien en prendre? Ça dépend de votre situation familiale. Et c'est pour ça qu'on le rappellera jamais assez. On n'est pas en train de donner des conseils en investissement. C'est trop personnalisé, c'est trop délicat. En dehors du fait que 99% du temps, selon les invités, on n'a même pas le droit de donner quoi que ce soit. C'est surtout que c'est tellement au cas par cas et selon votre situation personnelle que ne prenez jamais quelque chose qui est dit dans ce podcast pour un acquis, à savoir je saute dedans, je vais le faire, ils l'ont dit, c'est forcément une bonne idée. Ça peut être une bonne idée pour certains, une très mauvaise pour d'autres, et faites toujours attention à votre situation personnelle. C'est important de le rappeler, je pense. On le rappellera jamais assez. Ouais, non mais c'est ça, hein. Définir son profil d'investisseur, savoir quel est mon objectif, est-ce que j'investis pour me créer des revenus complémentaires, est-ce que j'investis pour préparer ma retraite, est-ce que j'investis pour préparer de la transmission, de la succession, est-ce que j'investis pour développer mon capital. Faut savoir pourquoi on investit, parce que si on ne sait pas pourquoi on investit, on va nécessairement on risque de développer une stratégie d'investissement qui n'est pas adaptée à notre objectif. Si jamais ton objectif c'est, je sais pas moi, de te créer des revenus complémentaires à court terme, investir en bourse, sur les marchés financiers n'a aucun intérêt. Ou bien c'est pour faire par exemple des actions à dividendes, mais on l'a vu, les actions à dividendes, ça n'enrichit pas. C'est juste on convertit une partie de son portefeuille en cash. Donc voilà, c'est pas forcément le plus pertinent. Ok, très bien. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour finir cet épisode ensemble, ou est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée et auquel il aurait été intéressant de se pencher? Écoute, non, mais je pense que c'était bien. Après voilà, moi vraiment ce que je voulais rappeler, c'était cette nécessité de se former à l'éducation financière, de s'y intéresser malgré le tabou qui est présent en France, malgré cet obscurantisme volontaire des institutions financières vis-à-vis de l'éducation financière, que gérer ses finances personnelles et commencer à investir, ça passe avant tout par une phase d'apprentissage, à travers de la formation ou à travers un accompagnement par des professionnels. Mais encore une fois, même si on se dit je veux pas gérer par moi-même parce que j'ai pas forcément le temps ou l'intérêt, avoir ces connaissances, c'est mieux gérer ses finances au quotidien, 2, éviter les risques d'arnaque, d'accord, parce qu'encore une fois, ça pullule malheureusement sur Internet, développer son esprit critique vis-à-vis des rendements qu'on peut entendre,
Ok. Et 3, être capable d'éventuellement challenger son conseiller bancaire, conseiller en gestion de patrimoine, vis-à-vis des frais, vis-à-vis du type de placement qu'il nous propose. Moi, encore une fois, hein, là, il y a à peine quelques jours, j'ai une cliente qui a un conseiller bancaire, voilà, historique, parce que c'était les parents qui, etc. Elle lui demande le détail des frais et de la performance de ses contrats. Le type a le culot de lui répondre je sais pas, vraiment. Et c'est un conseiller bancaire dans une banque traditionnelle, hein, qu'on citera pas, mais le type a juste l'audace de répondre je sais pas. Donc on voit un petit peu le niveau de conseil avec énormément de guillemets qu'on peut avoir. Donc être en capacité de challenger son conseiller vis-à-vis du type de placement qu'il nous recommande, c'est s'assurer que les stratégies mises en place sont vraiment dans notre intérêt à nous, le particulier, et non pas uniquement dans l'intérêt du conseiller. Très bien. Pour te retrouver, du coup, le grand bain, LinkedIn, la newsletter sur Substack, le podcast, on mettra tous les liens dans la description. C'est les 3 principaux endroits où on peut te retrouver si on veut en savoir plus. Ouais, exactement. Sur LinkedIn, c'est Charles Elias Farah. Le podcast et la newsletter ont le même nom, c'est Le Grand Bain. Écoute, on mettra tous les liens dans la description pour que ceux qui écoutent cet épisode puissent te retrouver facilement. Super. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à ceux qui nous ont écoutés, d'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir passé ce moment avec nous. Et je vous dis à très vite. Charles Elias, merci encore. Merci Jérémy, à bientôt.